Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui vont regarder, écouter cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais pas vous parler de Jiu-Jitsu, je voulais parler du Brésil en général. Ça fait un an que je suis installé au Brésil et donc je voulais revenir sur certains points qui me semblent importants de la vie au Brésil et surtout essayer de faire des comparaisons avec la France pour voilà, si certaines personnes ont envie de venir au Brésil, que ce soit pour un projet particulier, pour des vacances ou pour s'installer. Peut-être que ça pourrait répondre à certaines de leurs questions, ça peut leur apporter quelques informations, ce sera avec plaisir. Donc le premier point que je voulais aborder, c'est le classique, c'est le climat. Donc moi j'habite dans la Bahia pour récapituler, je connais pas Rio, je connais pas l'Amazonie, je connais pas Brasilia. Donc je vais parler vraiment d'ici de la Bahia et même de Salvador et des alentours de Salvador. On a un climat qui varie entre à peu près 20 degrés pour les températures les plus froides à je crois 33 degrés pour les températures les plus chaudes. On a souvent une petite brise aussi qui vient rafraîchir. On n'a jamais un gros vent comme le Mistral dans le sud de la France ou des fois des gros vents qu'on peut avoir en France. Ici, on a quasiment tout le temps une petite brise, mais c'est très léger. Ça vient rafraîchir, ça vient adoucir la température. Les nuits sont très douces aussi. En général, pendant 6 mois de l'année, les nuits sont très douces. On peut être en t-shirt. La particularité qui peut déstabiliser un peu au départ, c'est qu'il fait très chaud très tôt en fait. C'est-à-dire qu'à 8h, 9h du matin, il fait très chaud. C'est quasiment le moment de la journée où il fait le plus chaud. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais on va dire qu'entre 9h et 11h, c'est là où il fait le plus chaud. Et après, à partir de 13h, là où en France c'est le plus chaud, ici on sent que ça commence à se rafraîchir. 14h ça va et 15h c'est super agréable. Là, alors qu'en France, 15h en plein été, c'est quasiment le pic de chaleur. Du coup, il y a un mode de vie différent qui se met en place. Et ici, les gens, ils sont très, très matinaux. Ils sont très matinaux. Et par exemple, dans mon village, les habitants, ils se lèvent naturellement vers 4h30, 5h. Naturellement. Quand on joue au foot le matin, le rendez-vous, c'est à 6h du matin au stade pour commencer le match à 7h du matin. Voilà, quand on m'a dit 7h la première fois, le dimanche, j'y suis allé à 7h du soir. C'est inconcevable, c'est à 7h du matin. Mais voilà, après 7h, c'est vrai qu'il commence à faire très chaud. Si on commence après 7h, on va se retrouver à jouer à 9h, 10h, il fait trop chaud. Donc voilà, il y a cette particularité-là par rapport à la température. Elle n'est pas très haute, mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle est très haute très tôt. Donc dès qu'on sort du petit déjeuner, en fait, il fait très chaud. Euh, Après, bon, les températures sont idéales. Le bémol qu'il y a, c'est par rapport à l'humidité pendant la saison des pluies. Donc, c'est pas toute l'année. Il fait pas sec du tout, hein, c'est très verdoyant, mais il fait pas non plus spécialement humide. Les trois quarts de l'année, par contre, pendant 3 mois environ, pendant 2-3 mois de avril, mai, juin, plus ou moins, c'est la saison des pluies. Donc, il pleut pas en continu, mais il pleut plus ou moins tous les jours, donc ça n'a pas vraiment le temps de sécher. Donc, dehors, c'est un peu de boue. Voilà, il y a une humidité ambiante pendant 2-3 mois. C'est pas... Au début, c'est sympa. Pendant 2-3 semaines, ça change un peu. Pour moi, en tout cas, qui n'avait jamais connu ça, ça change un peu de voir de la pluie, la saison des pluies. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 mois, on est content quand ça s'arrête. Il y a une petite saison où ils appellent ça la saison des vents, où ça souffle un peu plus que d'habitude. Et après, la chaleur revient à partir de septembre. Et de septembre jusqu'à début avril, c'est une sorte d'été. En tout cas, il fait chaud, il fait 30 degrés, etc. Un autre point, donc encore classique, c'est la nourriture. Alors pour moi, sur l'aspect de la nourriture, pour moi, la nourriture brésilienne, c'est l'aspect positif le plus méconnu du Brésil. C'est-à-dire que c'est super bon la nourriture brésilienne. Et moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout avant de venir ici. Le grand plat national, c'est la feijoada, c'est des haricots rouges avec de la viande. C'est servi avec du riz et une salade de tomates en général et de la farine de manioc. Mais après, il y a des plats dans chaque région. Nous, ici dans la Bahia, on a de la moqueca. La moqueca, c'est du lait de coco, de l'huile de palme et des fruits de mer comme du poulpe, du crabe, des crevettes, des choses comme ça, ou du poisson. Donc ça, c'est un délice. Et au niveau des saveurs, il y a de la coriandre aussi. C'est un des meilleurs plats que j'ai jamais mangé de ma vie. Ils ont les acarajés, c'est des beignets d'haricots rouges. Ils ont du calulu, c'est du gombo qui est revenu. Ils ont beaucoup de plats et surtout ils mettent beaucoup de saveurs. C'est épicé, pas dans le sens où ça va arracher la bouche, mais c'est relevé. Il y a beaucoup, beaucoup d'épices, de cumin, etc., des épices locaux.
qui vont donner beaucoup de goût en bouche. Après, une autre particularité aussi de la cuisine, entre guillemets, c'est les jus de fruits. Ici, il y a beaucoup de fruits. Il y a plein de fruits qu'on ne connaît pas en France parce qu'ils ne supportent pas le transport, comme les jamelans, comme la jaque, comme la kaja, comme umbu, enfin plein de fruits. Et il y a aussi beaucoup de jus de fruits. Donc, il y a du jus de mangue, du jus d'umbu, du jus d'ananas, du jus de fruits de la passion qu'on trouve un peu à tout point de rue. Et il y a aussi des geladios, c'est des sortes de Mister Freeze, mais artisanaux. C'est des dames en général qui sont au foyer et qui font des jus de fruits. Et elles le mettent dans le plastique là, des Mister Freeze, en gros, qu'ils mettent au congélateur. Et après, elles vont revendre ça 2 reais, ça fait 40 centimes, même pas 40, 30 centimes, je crois, d'euros. Donc voilà, ça c'est un truc typique du Brésil aussi, c'est geladinho, c'est des Mister Freeze artisanaux, donc de fruits, de mangue, de fruits de la passion, de noix de coco, même à la cacahuète, tout artisanal. Un point forcément fondamental, c'est par rapport à la population locale, c'est les interactions avec la population locale, l'intégration. Alors intégration, c'est un bien grand mot. Quand on est étranger, on est quand même toujours étranger, mais c'est quand même facile de faire partie d'un groupe, disons. C'est facile de faire partie d'un groupe, déjà parce que au niveau de la langue, c'est une langue latine, donc c'est facile d'apprendre, ou au moins de comprendre, de se débrouiller, en tout cas en portugais quand on parle français. Autre chose, c'est par rapport aux faciès. On est dans un pays où il y a une grande diversité d'origine ethnique. Donc ici dans la Bahia, l'ethnie majoritaire, c'est des afrodescendants. Mais il y a quand même beaucoup de descendants européens, de descendants d'amérindiens, etc. Donc tout est mélangé. Et en gros, il n'y a aucun faciès qui va être vraiment sortir du lot. On ne va pas nous regarder avec des grands yeux étonnés parce qu'on est étranger en fait. Ok, on est étranger, c'est un peu différent, mais voilà, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas, d'un autre côté, c'est pas hyper touristique. Donc on n'est pas dans l'industrie du tourisme, on n'est pas un numéro, comme ça, on n'est pas un porte-monnaie sur pattes. Mais en même temps, il y a quand même des étrangers, donc on n'est pas non plus des bêtes bizarres qu'on vient regarder, à qui on vient me poser des questions un peu bêtes, quoi. On est juste une personne de plus qui vient d'un pays différent, quoi, d'une culture différente. Un autre point important par rapport aux gens d'ici, c'est qu'ils sont très souriants. Alors quand je dis très souriants, c'est forcément positif, mais après il ne faut pas non plus penser qu'ils sont souriants, donc tout est merveilleux, tout le monde est gentil. Ils sont souriants dans le sens où ça fait plaisir quand on croise quelqu'un dans la rue, on dit très facilement bonjour. Les gens nous disent bonjour avec un sourire, ils font rapidement des blagues, ils engagent très facilement la conversation avec nous. Donc ça c'est super agréable, parce que dans le village où j'habite ici, il y a 80-90% des gens qui me disent bonjour avec un sourire, qui me disent ouais ça va et tout. Alors qu'en France, dans le quartier où j'habitais, je ne sais même pas s'il y avait 10% des gens qui me disaient bonjour, et encore moins avec un sourire. Donc ça, c'est quand même agréable. Ça, c'est indéniable que c'est agréable. Après, voilà, derrière le sourire, des fois, on ne sait pas. C'est pas parce qu'ils sont souriants qu'ils sont forcément plus gentils. C'est comme en France, il y en a qui ne sont pas forcément souriants, mais qui sont très gentils en fait, qui se comprennent nous rendre service. Ici, voilà, c'est pareil en sens inverse. Ils sont souriants, ça se trouve, au moment de demander service, ils ne seront pas là. Mais en tout cas, c'est quand même agréable au quotidien. Ils sont souriants, mais il y a quelque chose de particulier ici, c'est qu'ils n'ont pas du tout la culture de rentrer dans les maisons des uns des autres. Ils sont très réticents à aller dans la maison de quelqu'un d'autre. Même un ami avec qui on s'entend bien, avec qui on se voit beaucoup, on s'invite beaucoup, mais en dehors de la maison. On s'invite à boire un verre dehors, dans un bar, à manger ensemble au restaurant, dans un parc, sur une plage, etc. Dans un espace public, en tout cas, ça va pas être chez moi ou chez lui. Moi, au début, un peu naïvement, j'ai invité les gens à boire un café et il n'y en a pas un seul qui est venu. On m'a jamais invité non plus à boire un café. Dehors, dans les maisons, par contre, on a bu des cafés en boulangerie plein de fois, on se dispute plus ou moins qui c'est qui va payer, etc. Pour manger dehors aussi, n'en parlons pas, le nombre de fois où j'ai été invité à manger dehors. Mais inviter chez quelqu'un à manger, c'est très 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 rare.
Donc voilà, au départ, pour nous qui avons plus la culture de faire des petits repas chez les uns et chez les autres, c'est un peu bizarre. Bon, ici, ça se fait pas. On fait beaucoup plus de repas en groupe qu'en France, mais c'est pas chez quelqu'un. C'est dehors. Voilà, c'est sur la plage, c'est dans un parc, c'est sur le stade de foot, c'est dans un restaurant. Ce sera pas chez quelqu'un. De manière globale, c'est quand même agréable d'avoir autant d'interactions sociales, parce qu'en France, il y a quand même un déficit, je trouve, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui le disent d'ailleurs. Les interactions sociales diminuent de plus en plus, année après année, etc. On connaît de moins en moins nos voisins, tout ça. Sans vouloir dire qu'ici c'est tout beau, c'est tout rose, peut-être même que ça diminue ici aussi, j'en sais rien, je suis pas là depuis assez longtemps. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir autant d'interactions sociales, d'avoir des conversations un peu bêtes, un peu simples, mais en tout cas, c'est quand même agréable. Voilà, tout simplement de parler avec des gens, de parler avec nos voisins, de parler avec des gens qui habitent dans le même village que nous, quoi, ou dans le village d'à côté. Ça, c'est simple, mais c'est agréable. Maintenant, le point de la violence, de l'insécurité, je pense, le point capital pour le Brésil et pour l'Amérique latine. Capital parce que je trouve qu'il y a trop d'excès dans un sens ou dans l'autre, il y a trop d'exagération. Euh, alors, d'un côté, on va avoir l'image du Brésil avec les favelas, avec toute cette violence et tout. D'un autre côté, des fois j'entends des gens, je vois passer des commentaires de gens qui disent non mais ça c'est les médias, il faut pas les écouter, en vrai c'est pas comme ça et tout. Bon moi j'irai ni d'un côté du discours ni de l'autre. Je pense qu'il faut raison garder, c'est-à-dire c'est différent de la France. Il y a une violence qui est différente que la violence en France, même si je sais qu'en France la violence augmente aussi régulièrement, etc. Mais c'est quand même différent ici, ça reste différent. Ici, il faut prendre des précautions supplémentaires par rapport à la France. C'est pas, comment dire, c'est pas un coup de gorge, c'est pas un pays qui a feu et à sang, c'est-à-dire que la majorité de la population, la grande majorité, ils passent leur journée à travailler. La minorité qui travaille pas, généralement, ils passent leur journée à boire un verre au bar tranquille, à discuter. Et après, c'est vraiment une minorité de la minorité qui fait des histoires sordides. Voilà, ça c'est le constat. On se promène librement, on voit des femmes âgées, on voit toutes sortes de personnes qui se promènent dans la rue et à qui il n'arrive rien. Mais par contre, en amont, c'est quand même des gens qui ont pris des précautions parce qu'il y a des horaires où il faut pas trop sortir de chez soi. Il y a surtout des endroits où en apparence, avec des yeux de non avertis, on pourrait croire que c'est un endroit tranquille, pacifique, alors que si ça se trouve, il se passe des choses. Donc il faut prendre des précautions, il faut prendre des habitudes différentes. Moi, il m'est jamais rien arrivé en un an. Je dis ça parce que demain, il va m'arriver un truc. On sait tout est possible, hein. Peut-être qu'il me serait arrivé un truc en France aussi, hein. Mais voilà, je voulais juste aborder ce point-là en disant que faut pas exagérer, faut pas penser que faut pas sortir d'ici avec la boule au ventre, il faut pas penser que tout le monde est armé, etc. Ça se passe pas comme ça. Mais il faut quand même avoir en tête qu'on prend ses précautions, les objets de valeur, évidemment, on les montre pas. Euh, on prend des précautions sur les endroits qu'on fréquente, sur les personnes qu'on fréquente, etc. Et globalement, enfin, en tout cas, si on fait ça, la plupart des gens que je vois autour de moi, ça se passe, une fois qu'ils ont pris ces précautions, ils mènent une vie tout à fait normale. Le dernier point que je voulais aborder, c'est comme on dit le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le coût de la vie. Alors juste pour planter le contexte, actuellement, 1 euro, ça fait un petit peu plus de 6 reais. Sachant que le SMIC en France, c'est plus ou moins, je crois, 1400 euros, et que le SMIC au Brésil, c'est autour de 1400 reais. Donc voilà, rapidement, on a envie de se dire, bon, bah, ici, tout est 6 fois moins cher, alors vu que c'est le même SMIC, etc. C'est un peu plus complexe que ça. C'est très difficile d'établir un rapport de proportionnalité comme ça, de dire que c'est 6 fois moins cher, 5 fois moins cher, 10 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, moi, j'y suis pas arrivé. Ça dépend trop de ce qu'on va consommer, de ce qu'on va acheter. Par exemple, l'essence, ici, ça va coûter 6 reais, donc quasiment 1 euro. Donc, c'est très très cher par rapport au salaire local. Mais dès qu'on va avoir un employé,
dès qu'on va employer quelqu'un, on va forcément le payer au prix, au tarif local. Par exemple, un maçon, on va le payer 150 reais la journée, donc 25 euros la journée. Il va avoir besoin d'un ou deux manœuvres qui vont être payées 80 reais la journée, ça fait 12 euros la journée. On va chez le coiffeur, ça va faire 5 reais la barbe, ça fait 80 centimes d'euros. La coupe de cheveux, ça va être 20 reais, ça va faire 3,50 €. Voilà, je donne des exemples comme ça. Le restaurant, par exemple, un plat du jour au restaurant, ça va être la feijoada avec de la viande, du poulet, du riz. C'est très copieux en plus. Ça va être 20-25 reais. Ça fait 3-4 euros le plat. Sachant que c'est très copieux en plus, hein. Franchement, c'est à peu près 2 fois une assiette en France. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple aussi des petites maisons de village avec un petit terrain, pas très grand, mais un petit terrain. Et je sais pas, on va dire 2-3 chambres. Ça va coûter, peut-être dans les 20 000 euros. Donc après, ça dépend de l'état de la maison. Ce sera peut-être même beaucoup moins cher s'il y a beaucoup de réparations à faire. Il y a des maisons qui partent à 10 000 euros. Après, par contre, dès qu'on veut avoir des... Là, on est sur de la gamme plus ou moins moyenne. On est sur les gens, on n'est pas tout en bas de l'échelle, mais on n'est pas non plus tout en haut, évidemment. On est sur plus ou moins la classe moyenne. Après, si on a par contre, dès qu'on veut avoir des restaurants un petit peu plus prestigieux, ou dès qu'on va avoir accès à un petit peu plus de haut standing, par contre, ça va être vite beaucoup plus cher. C'est pas comme en France, on va payer, je sais pas moi, 20-30% plus cher. Là, tout de suite, on va payer 3, 4, 5 fois plus cher parce qu'on a voulu monter en gamme. Donc, pour conclure avec cette partie-là, si on a un salaire européen et qu'on habite au Brésil, on a un pouvoir d'achat qui est largement supérieur au pouvoir d'achat qu'on aurait eu si on était resté en France. Je pense qu'avec plus ou moins 1000 euros, ça fait un peu plus de 6000 reais, on est à l'abri des préoccupations financières pour arriver à la fin du mois. Ça, c'est clair. Pour voilà, la facture d'eau, par exemple, c'est 8 euros par mois. Donc tout ça mis bout à bout fait que pour payer les factures de téléphone, d'eau, d'électricité et tout, on ne transpire pas trop. Par rapport à la France, on transpire beaucoup moins. Voilà, je voulais aborder ces 5 points-là. Évidemment, il y en a beaucoup plus qu'on aurait pu aborder, et même chacun des points, j'aurais pu largement rentrer plus en détail parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur chacun de ces points-là. Rien que sur le coût de la vie, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. J'aurais pu détailler beaucoup plus. Mais en tout cas, j'espère que ça a quand même pu apporter certaines informations à des personnes qui se posaient des questions, si ça a pu répondre à certaines interrogations. S'il y a des gens qui voudraient venir au Brésil, donc par exemple pour un voyage, pour des vacances, pour s'installer, pour un projet ou quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas, même si c'est des questions un petit peu plus personnelles, si je peux vous aider à m'en parler directement par mail. En fait, je vais laisser mon mail en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous voulez rentrer en contact avec moi, que je peux vous aider parce que vous voulez venir. Voilà, moi c'est plutôt dans la bahia, je me permettrai jamais de parler de quelque chose que je connais pas ou je suis jamais allé. Mais si c'est, enfin, au Brésil de manière générale, si je peux vous aider, je le ferai. Si c'est vraiment spécifique à la bahia, je pense que vraiment je pourrais vous donner pas mal d'orientation. Donc n'hésitez pas si je peux vous aider, ça me ferait plaisir. Sur ce, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. À une prochaine fois.